Bonjour à toutes et tous. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, le président français, vient faire encore une fois en Afrique? Il s'agit indiscutablement d'une opération de séduction pour contrer, ou tout au moins pour circonscrire à l'Afrique de l'Ouest la perte d'influence dont son pays souffre considérablement en ce moment. Il l'impute au Mali. Écoutons Emmanuel Macron. Malgré nous, assumer une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui pourrait, si nous n'y prenons pas garde, se reproduire ailleurs. Il est vrai, et nous en sommes fiers, que le Mali a joué et continue de jouer un rôle considérable dans l'éveil des consciences des Africains et la défiance à l'endroit de l'ancienne puissance coloniale. Mais ce qui se passe ici au Mali, en Afrique, ne constitue qu'une partie de la réponse à notre question. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Pour aller plus loin dans la compréhension des buts de ce voyage, il convient de prendre le pouls de la France. C'est ce que nous avons fait ensemble, Issa Ndiaye, Hamza Boukari, Mireille Fanon Mendes France, Nathalie Delamounier et moi-même. Il s'agit de la violence systémique du néolibéralisme que l'immense majorité des Africains s'interdit de nommer. C'est en le nommant que nous nous rendons compte, en France comme ici, il s'agit de faire de l'argent. Faire de l'argent au profit des grandes entreprises, au détriment des humains et de l'écologie. C'est avec un immense plaisir que je partage avec vous ces échanges qui ont eu lieu à Paris et qui, je l'espère, enrichiront le débat sur les buts de ce périple macronien en Afrique. Aminata a demandé pourquoi finalement on avait marché, comment on peut mettre ça en regard avec ce qui se passe au Mali. Je dirais, nous avons marché, nous avons chanté, nous avons dansé, nous qui étions à la fois des fourmis et des cigales, pour lutter contre ce projet de réforme de retraite, parce qu'on nous le vend comme un projet de progrès social, alors que le système de retraite est déjà inégalitaire et injuste, et qu'il le sera encore davantage. Et notamment concernant les femmes. Donc déjà, il y a plusieurs luttes dans cette marche-là. Et moi, je crois effectivement à la conjonction des luttes. Je me dis, ce système qui échoue complètement lamentablement ici, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument le transposer là-bas, continuer à en faire un modèle qui soit un modèle dominant, alors qu'on voit bien toutes ces incapacités. Donc ça, c'est une première chose, il faut se poser la question, il faut oser nommer les choses, il faut oser se poser la question sur l'intérêt d'un modèle économique qui échoue partout et dont on voudrait qu'il réussisse, que je ne sais pas par quelle magie, dans certains pays, notamment le Mali. Ça, c'est une question fondamentale. Je pense qu'il faut s'interroger sur ce que tu appelais la militarisation, cette militarisation du monde, cette brutalisation du monde qui nous touche ici en France, qui nous touche dans les entre-deux, qui nous touche au Mali et en Afrique et dans tous les pays sahéliens et bien ailleurs, et se dire que finalement en réfléchissant, en nommant les choses et en essayant de les analyser de manière plus logique et simple, on pourrait peut-être vraiment lutter ici et là-bas, ensemble, contre ce qu'on nous impose. On nous l'impose ici, on va essayer de se battre contre. On nous l'impose là-bas, je me mets volontairement dans le on parce qu'effectivement, je me sens aussi de là-bas. Voilà, je crois que je ne peux pas dire plus simplement les choses sans les voilà. C'est une occasion pour le gouvernement, qui est un gouvernement mais totalement libéral. Il ne faut pas oublier quand même que Macron est un technocrate, qu'il ne connaît rien au peuple, qu'il ne sait pas ce que c'est que le peuple, qu'il ne sait pas ce que vivent les gens, comment ils vivent.
Mais en revanche, il sait comment faire de l'argent et comment trouver les moyens de produire de l'argent. Et le moyen le plus facile, c'est d'en prendre là où il est, c'est-à-dire chez l'ensemble des travailleurs qui ont cotisé pour leur retraite. Et de les obliger, du coup, à non seulement cotiser pour leur retraite, mais en plus, pour avoir soi-disant une meilleure retraite, on va aussi donc mettre en place cette idée des fonds de pension et autres. C'est un système qui est aussi qui s'essouffle parce qu'à trop vouloir engranger de profit, eh bien, il s'essouffle et il se trahit lui-même. Ce qui est en train d'être mis en place, c'est une nouvelle réforme qui vise donc à allonger la durée de travail, à repousser l'âge de la retraite, donc de 60, 62, 64, 65 ans. Donc il y a plusieurs options et qui s'inscrit, il faut le dire très clairement, dans ce que Emmanuel Macron avait déjà inscrit dans son programme dès 2017. Donc on est dans une période, je dirais, de néolibéralisation de la question des retraites et de la recherche de la part du gouvernement français d'économie. Sous-entendu que le système des retraites est déficitaire, il est, je dirais, confronté au fait que le nombre d'actifs n'est plus forcément suffisant pour combler justement les différentes caisses de pension, et qu'il y a une nécessité de repenser le modèle économique et social qui est la base de la solidarité sur laquelle fonctionne une partie de l'État-providence, des services publics, des services sociaux. C'est toujours les mêmes qui payent les pots cassés. Par exemple, les solutions qui sont envisagées par rapport à ce problème de retraite, on ne touche pas aux riches. Ce sont les travailleurs qui vont payer. Donc les solutions que l'on préconise à chaque fois, je pense que dans les luttes qui sont menées ici, font que ceux qui ont l'argent, on ne taxe pas les grandes fortunes. On n'en parle pas du tout. Jusqu'ici, il n'y a pas d'effort de pression fiscale dans ce sens. Quand on transpose le problème chez nous, on se rend compte que avec les crises, les difficultés que nous vivons aussi là-bas, malgré la guerre qu'il y a dans la zone du Sahel, les entreprises minières n'ont jamais autant prospéré. C'est un constat que l'on peut faire. Donc ça veut dire qu'il y a en réalité un système mondial qui pénalise toujours les plus faibles, que ce soit au nord, que ce soit au sud. C'est cette réalité qui fait que nous nous sentons un peu interpellés parce que nous vivons en fait les mêmes conditions, nous avons affaire au même système qui ne laisse pas d'alternative aux plus faibles, qui les écrase. Il faut oser nommer les choses, dire que ces réformes qui sont proposées à l'échelle mondiale montrent les limites du système mondial dans lequel on est aujourd'hui. Il ne nous est pas possible de défaire ce système, de nous en sortir sans faire cet effort d'analyse synthétique qui dit qu'en fin de compte, nous avons les mêmes défis, que ce soit au nord, que ce soit au sud. D'où la nécessité de comprendre ce modèle-là et de bâtir des solidarités fortes. Et c'est pourquoi ce qui se passe ici, au niveau des grèves qui sont en cours, nous interpelle, parce que ça nous permet, nous, Africains, de nous situer dans un système mondial qui est global, qui fait que, Afrique ou pas Afrique, Mali ou France, ce sont les mêmes questions fondamentales qui se posent, et ces questions relèvent d'un système mondial qu'il est temps d'analyser. Et c'est autour de ce système mondial qu'il y a lieu de bâtir des solidarités fortes. Bon, où on voit une classe politique qui se contente de singer et de reproduire de manière indéfinie le même modèle, les mêmes solutions, les mêmes critères, etc. C'est pourquoi les élections ne servent pas à grand-chose. Parce que simplement, on vote pour X, pour Y, qui ont pour mission de faire les mêmes choses. Et aujourd'hui, le risque, c'est quoi? C'est que parfois, il y a des secousses, il y a des coups d'État qui perturbent le schéma. On vient juste rapidement dire qu'il faut faire des élections. Il faut abréger la période de coup d'État. On n'apporte pas de solution nouvelle à la crise systémique. On se contente simplement de dire qu'il faut aller aux élections. On reproduit un même modèle qui fait que quelques années plus tard, on va être confronté au même mur. Donc, c'est ça le drame actuel au niveau
c'est que les élites qui sont en place ne sont pas là pour changer le système, mais pour en profiter. On veut faire du capitalisme une issue, une solution à l'insécurité, alors qu'il en est la matrice. C'est la cause. On ne veut pas toucher cela du doigt. Et quand j'entends dire, si nous ne luttons pas efficacement contre l'insécurité, les investisseurs ne viendront pas, le développement ne se fera pas, alors que l'insécurité, comme la question migratoire meurtrière telle qu'elle est posée aujourd'hui, sont des conséquences de l'échec lamentable de ce système. On veut faire du capitalisme une issue à l'insécurité alors qu'il en est la cause. L'approche systémique est une manière aussi de déconstruire le narratif actuel qui fait de la Russie et de Wagner le problème, l'unique problème du Mali. C'est hallucinant. Quand vous vous mettez à l'écoute des démocraties occidentales et plus particulièrement de la France et de ses alliés, nous n'avons d'autres problèmes aujourd'hui à régler au Mali et au Sahel que la question de Wagner. Que reproche-t-on à Wagner? Mais c'est important de dire que Wagner ne serait même pas là si Barkhane ne s'était pas enlisé. Si la France avait un tant soit peu tenu ses promesses en matière de lutte contre le djihadisme. Mais c'est exactement la même chose aussi qu'on trouve en Haïti. Pour vous, c'est Wagner, pour Haïti, c'est les gangs. Hein, le seul problème d'Haïti, c'est les gangs. Il n'y a pas d'autre chose à l'heure actuelle. Eh bien, si tu poses les problèmes à un autre niveau, alors de toute façon, tu n'es pas entendable. Sur la question des alternatives, là, je pense que là où nous sommes confrontés à une sérieuse problématique, y compris au niveau du Mali, au niveau des contestations africaines, c'est d'une part la manière dont le néolibéralisme se camoufle dans le panafricanisme ou dans des formes de contestation qu'il récupère. C'est-à-dire que le slogan « l'Afrique aux Africains » est aussi un slogan qui a une histoire néocoloniale et capitaliste, qui n'est pas que panafricaniste. Et puis aussi la manière dont effectivement les contestations ne posent pas la question structurelle du capitalisme. Et là, je pense qu'il y a un enjeu très important. Dans le cas du Mali, bon, grosso modo, le seul problème du Mali, au-delà de Wagner, c'est la France. On vous explique, bon, c'est juste la France, il faut enlever la France et tout sera réglé. Mais derrière, il y a quand même un système économique qui fonctionne en pilotage automatique, qui a besoin d'être démantelé et qui ne va pas, je dirais, s'effacer de lui-même. La question du franc CFA est techniquement une question assez simple. Encore faut-il réellement s'y atteler et démanteler le système qui ne va pas tomber de lui-même. Donc on le voit même récemment avec la question de l'éco qui avait été annoncé par Macron et Ouattara. L'éco de la CEDEAO, c'était un projet monétaire qui était déjà la copie de l'euro. Autant le franc CFA est la copie du franc français, en tout cas dans ce système-là, autant le projet de l'éco de la CEDEAO était copié sur le modèle de l'euro. Donc on voit bien que d'une certaine manière, même les alternatives qui étaient déjà pensées à cette époque-là sont déjà verrouillées dans ce système néolibéral. Penser toutes les options de sortie de ce système-là, et sans ça qu'effectivement la question des BRICS peut être intéressante, même si dans les BRICS, bon, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance, c'est un acte de solidarité. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. C'est Kizerbo qui disait d'ailleurs que le panafricanisme, c'est la connaissance de toute l'Afrique par tous les Africains. Et on a un travail à faire à ce niveau-là pour qu'on soit en mesure, je dirais, de comprendre le rôle que l'impérialisme fait jouer à chacun de nos territoires dans ce système global et qu'on puisse identifier les luttes vers lesquelles se tourner de manière plus spécifique. Parce qu'on n'a pas été colonisé ou balkanisé par hasard. Il y a des logiques économiques qui sont très claires, qui sont en train de se réactualiser. Donc là, sur l'année 2023, l'Afrique devrait entrer dans le G20. Alors l'Afrique, voilà. Il paraît que l'Afrique unie serait la 8e puissance économique mondiale. Et donc on est attendu au G20. Et par rapport à cela, on a besoin que la jeunesse africaine soit formée. Je pense que c'est très important que cette jeunesse-là connaisse un minima l'histoire des luttes sociales également en Europe et en Occident. On le voit lors de la crise entre la Russie et l'Ukraine, il y a beaucoup de méconnaissances sur l'histoire de la Russie, sur l'histoire de l'Europe de l'Est, sur l'histoire de formes de colonialisme ou d'empire qui ont existé également à l'échelle européenne, qui permettent de mieux comprendre les enjeux et surtout de mieux défendre nos positions de neutralité, de non-alignement, de dissidence, etc. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce socle de connaissances qui aujourd'hui fait défaut parce qu'il n'y a pas les structures pour.
parce qu'aujourd'hui les jeunes se forment sur les réseaux sociaux, donc sur des modes de connaissance qui sont aussi des produits de ce néolibéralisme-là. C'est une ubérisation de la connaissance qui fait que on confond parfois la géopolitique et le divertissement. Et là aussi, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là pour peut-être donner des cadres plus structurés. Et ça, c'est le travail des intellectuels, mais pas que. Mais en tout cas, c'est à nous, je pense, de produire des lignes peut-être suffisamment claires pour que ceux ensuite qui les reçoivent soient moins enclins, je dirais, à partir dans des dérives. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le travail qu'on a à faire. Après, on est aussi confronté à une situation où on a d'autres intellectuels, parfois des camarades, qui sont sur d'autres lignes. Et ce débat-là, ce débat interne, il faut qu'on l'ait. Il faut que les positions polarisantes puissent être mises les unes face aux autres. Peut-être en huis clos, je pense que c'est très important, mais en tout cas qu'on ait ces débats internes entre nous sur nos conditions. Je ne sais pas si dans le cas du Mali, il y a eu beaucoup de débats d'intellectuels maliens entre eux à huis clos pour réellement réfléchir à la situation. Mais ce qu'on en entend, ça vient généralement des réseaux sociaux, des influenceurs, des activistes. Et on n'a pas forcément, je dirais, ce débat endogène propre à la pensée ou aux réflexions des intellectuels maliens sur cette situation, à la fois du Mali et aussi du monde. Un autre élément, je pense, qui est très intéressant, c'est la manière dont l'Afrique, effectivement, peut être source de solutions. Et la manière dont, d'une certaine manière, les pays africains sont quand même en train de poser des actes d'émancipation, mais qui sont parfois des émancipations dans le système néolibéral. Donc l'émancipation est possible, mais le problème c'est qu'elle se fait dans un système qui est encore plus aliénant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le contexte par exemple de la disparition un peu de ce concept de tiers-monde et de l'apparition parfois de l'idée du Sud, on a du capitalisme qui s'est dilué dans le Sud global. Et là aussi, ça pose des questions sur la manière dont nos pays parfois développent justement des mécanismes encore plus prédateurs, encore plus oppressants finalement que l'oppression qu'eux-mêmes subissent. Il y a un travail à faire aussi sur la formation des élites. Je pense que c'est un travail qui est essentiel parce qu'il y a des volontés, il y a des capacités, il y a des potentialités dans cette jeunesse, mais il faut qu'on la forme et il faut également qu'on lui donne des outils ou des cadres politiques dans lesquels elle puisse fonctionner. Donc pour moi, c'est aussi, je pense, l'un des enjeux les plus importants aujourd'hui pour que les luttes populaires, sociales, etc., puissent vraiment avoir un débouché politique qui ne soit pas davantage aliénant. Puis troisième point, je pense que c'est important effectivement de repenser le panafricanisme vraiment dans le cadre des relations internationales, mais avec une vraie dimension de doctrine qui puisse réellement faire école. Je crois que c'est l'un des enjeux qui manque aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation, qu'il y a beaucoup de prise en otage autour du concept, parce qu'il n'est pas suffisamment, je ne vais pas dire sanctuarisé, ce n'est pas le cas. Stabilisé, exactement. Il n'est pas suffisamment stabilisé. Et que c'est cette stabilisation-là qui, je pense, permettrait de mieux définir des lignes, des feuilles de route et surtout des solidarités. Donc je pense qu'il y a un peu tout ce travail-là qui est à faire aujourd'hui. Le lien avec les luttes sociales ici en Europe il est important parce que déjà il y a une importante diaspora qui est ici présente. Je pense que la question des afrodescendants ou même la question panafricaine en Europe se pose. Elle se pose à travers la question migratoire, elle se pose à travers la question du racisme, de la négrophobie, à travers la politique africaine de l'Europe ou des pays particuliers comme la France. Donc pour moi, il y a aussi besoin ici en France de poser cette question-là. Et c'est d'autant plus urgent que Macron est en train aujourd'hui de récupérer, entre guillemets, le panafricanisme. C'est-à-dire qu'il y a un panafricanisme produit par Macron. Il parle de panafricanisme. Voilà, il parle de panafricanisme, il parle de Fanon, il parle de nos références. Il n'a peur de rien. Voilà, il y a eu une tribune d'un général qui a dit oui, l'Afrique aux Africains. Oui. Bon, Oui. voilà, on voit bien que les concepts, je dirais, qu'on utilise pour combattre ce système-là sont récupérés par ce même système pour quelque part les décrédibiliser. Donc on est dans un jeu de dupes et c'est important justement que la jeunesse soit éclairée sur les ruses de ce système-là. Je crois que c'est ça le drame principal. Et c'est ce qui fait que
Même quand on prend nos constitutions, qu'on change, les constitutions, ce sont des modèles qui ne sont pas des modèles endogènes, mais des modèles importés ailleurs. Moi, je vois par exemple au Mali, beaucoup de gens, peut-être qui sont sincères, qui disent non, il faut s'en tenir à la constitution de 92. Mais si on regarde attentivement la constitution de 92, c'était quoi? C'est la constitution française. On a pris la constitution française qu'on a plaquée sur les réalités de l'époque. Et le drame aujourd'hui, quand on veut faire une réforme constitutionnelle, c'est quoi? On confie cette réforme constitutionnelle à des juristes. Alors que ce n'est pas un problème juridique. C'est un problème de politique, de réflexion stratégique. Mais les élites sont en panne par rapport à cette capacité de réflexion stratégique. Même de manière générale, quand on parle même le modèle de l'UA, c'est quoi? On a quitté l'OUA pour créer l'UA. L'UA, c'est quoi? C'est l'UE. Ouais. C'est l'UE. On reproduit les mêmes modèles qui sont reproduits ailleurs. Mais heureusement, quand on constate à l'échelle du monde, il y a des secousses qui se sentent. Aujourd'hui, donc, le système mondial est en crise. Certains pays l'ont comprise, essaient d'anticiper. C'est pourquoi il y a des questions qui sont en gestation au niveau des BRICS. Il y a des lames de fond qui se dessinent dans d'autres pays, notamment du Sud, qui se disent, essayons d'autres modèles. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique? Quand on a fait chuter Modibo Keïta, on disait, le problème c'est le socialisme. Il faut aller au libéralisme. Mais aujourd'hui, on a tout libéralisé. Même nos États sont des États libéralisés. Il n'y a plus d'États. Et on parle aujourd'hui de régionalisation, décentralisation. Même au niveau européen, la France a réduit le nombre de régions. Et nous disons non, on est en train de créer des régions. Alors que la dynamique actuelle du monde fait que ce n'est pas donc en se scindant en morceaux. C'est ce qui fait aujourd'hui la montée du panafricanisme qui disent le constat, il faut se mettre ensemble pour constituer des grands blocs économiques et pouvoir constituer des alternatives. C'est cela est intéressant qui est dans l'analyse qui est faite au niveau des BRICS. Donc, il y a des pôles de changement qu'il est possible de construire. Mais nous ne pouvons plus le faire donc avec le modèle capitaliste. C'est ce qui est intéressant dans l'analyse qui montre que le système capitaliste mondial a atteint une certaine limite. Et même le djihadisme, le terrorisme qu'on évoque là, mais c'est le résultat du système capitaliste. C'est un instrument donc pour en quelque sorte affaiblir nos pays. C'est pas par hasard que quand on voit derrière donc tous ces mouvements djihadistes, il y a des soutiens qui ne disent pas leur nom et qu'on fait semblant de combattre le terrorisme, le djihadisme, mais en réalité on ne fait que l'alimenter. Donc les alternatives sont ailleurs. Je pense que c'est ce que nous devrons nous efforcer de faire sortir dans les analyses qui sont les nôtres aujourd'hui. Et s'il y a un panafricanisme à construire, ce n'est pas un panafricanisme libéral. Et je pense que quelqu'un comme Nkrumah déjà en était conscient. Quelqu'un comme Modibo en était conscient. Il y a des alternatives. Donc, c'est un panafricanisme de gauche qui fait que les peuples ont intérêt à s'emparer de ce levier pour construire quelque chose de différent. Mais il y a beaucoup de gens qui entrent dans ce débat, qui racontent n'importe quoi et qui font n'importe quoi. Donc, il est important de clarifier un certain nombre de choses. Autant nous avons des alternatives à reconstruire en ce qui concerne sur le plan économique, mais aussi sur le plan des idées, sur le plan des solutions. Donc, dans ces questions-là, la situation est telle dans le monde que peut-être les solutions ne viendront pas des pays du Nord. Ah, c'est clair. Parce que les pays du Nord sont dans un confort tel que il y a des questions existentielles que les pays du Nord ne se posent plus. Bien sûr. Et c'est peut-être dans les pays du Sud qu'il faut aller chercher les réponses à les questions auxquelles l'humanité actuelle est confrontée. Donc ce sont les défis qui sont les nôtres, mais pour y arriver, non seulement nous sommes condamnés à élaborer des instruments d'analyse théorique qui nous permettent de conceptualiser cela, mais aussi de bâtir des solidarités fortes avec les pays du Nord qui sont confrontés aux mêmes défis. Le peuple. Et c'est ça la porte de sortie. Réforme
des retraites contre lesquelles on est allé marcher, elle précède, ou plutôt dans sa roue, on a la loi Darmanin pour l'asile et l'immigration, je dirais contre l'asile et anti-immigration, et que là il va falloir aussi beaucoup se mobiliser parce que ça revient exactement à ce qu'expliquait Ami, et que là aussi nous, en France, il va falloir qu'on se mobilise pour empêcher que ça marche, parce que c'est absolument impossible. C'est aussi parce que la retraite, ça touche les gens, c'est un truc individuel, il y a ça aussi. La mobilisation, oui. Je pense qu'il faut quand même qu'on le dise, elle est forte parce que c'est individuel que les gens se sentent touchés. Quand on va voir la loi Darmanin, qui est pire que le CCEDA, on a eu en 2007 le CCEDA, c'est pire encore que le CCEDA, tu auras très peu de gens, si ce n'est les migrants eux-mêmes, qu'on retrouve maintenant la plupart du temps dès qu'il y a des mobilisations pour eux, c'est pratiquement les seuls, avec quelques blancs derrière, parce que ça ne touche pas une question individuelle. Et que là, tu as quelque chose de pire, ça ne touche pas une question individuelle, mais en plus, ça touche la question de la nation française, qui est profondément une nation coloniale et raciste. Quand tu dis qu'on n'a pas réfléchi à l'alternative, si on a réfléchi, on sait, s'agissant du climat, du comportement de tous les jours, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Et c'est cette réflexion est nécessaire qu'il va falloir engager sur nous-mêmes dans le contexte actuel. C'est les questions à poser à ceux qui prétendent pouvoir sortir nos pays de cette impasse économique, politique, sécuritaire et environnementale. Comment en sortir sans remettre en question le modèle qui les a engendrés? La question n'est toujours pas posée, ou en tout cas pas suffisamment à mon avis. Moi je voulais juste rajouter que vraiment c'était la notion, l'histoire de la connaissance, c'est primordial. La connaissance, fournir des outils d'analyse qui permettent de comprendre, la compréhension, ça précède l'action. Et cette action qui pourrait être effectivement une action en rupture, voilà, je pense que mais la connaissance c'est vraiment primordial. Une rupture combative décoloniale. C'est un bon titre. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Au Mali et en France, pour parler de deux pays qui aujourd'hui s'affrontent, qu'on le veuille ou non, mais surtout pour contribuer à la déconstruction du narratif qui fait de Wagner l'unique problème du Mali en ce moment, alors que les mots dont il s'agit sont bien antérieurs à l'arrivée de Wagner et qu'on se puise dans le même terreau du capitalisme que Jean Ziegler qualifie de cannibale, ici comme là-bas. Donc, merci d'y avoir contribué. Merci d'avoir organisé. Merci à vous tous.